Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un mystère qui dure depuis 1922. 6 meurtres étranges dans une ferme de Bavière. Cette affaire est troublante à plus d'un titre. Aucun coupable, pas l'ombre d'une piste, et une aura paranormale. Les meurtres d'Hinterkaifeck restent toujours irrésolus de nos jours, malgré de nombreuses enquêtes. Plongeons ensemble dans cette histoire qui mêle meurtre, mystère et paranormal. Nous sommes dans la forêt bavaroise, donc au sud-est de l'Allemagne, en 1922. On y trouve une petite ferme qui abritait 3 générations d'une famille qui s'appelait les Gruber. Dans cette famille, il y a Andreas, 63 ans, sa femme Cecilia, 72 ans, une fille qui s'appelle Victoria, déjà veuve, à 35 ans, et ses 2 enfants, Casilia et Joseph. La ferme était isolée, mais une ville, Kaifeck, se trouve à 1 km de la ferme, ce qui leur permettait de pouvoir faire des provisions et aussi avoir des interactions sociales avec l'extérieur. D'ailleurs, le nom de la ferme, Hinterkaifeck, veut dire « derrière Kaifeck ». Le nom de la ferme n'est donc pas un hasard. Cette famille était connue dans la région pour être assez aisée, mais également très radin. En effet, ils n'hésitaient pas à employer des personnes qui pratiquaient le vagabondage et des gens de passage. Et bien sûr, ils ne déclaraient pas ces emplois pour économiser de l'argent. Andreas était décrit comme un homme très antipathique, solitaire, usant même de la violence envers sa famille. Une rumeur était même lancée. Il serait le père de Joseph et aurait donc une relation incestueuse avec sa fille, Victoria. Il avait même été jugé et condamné pour inceste en 1915, après qu'une femme de chambre les ait surpris à batifoler dans le foin. Mais on va rentrer encore plus dans le glauque. Andreas avait refusé le mariage entre sa fille Victoria et un voisin en 1919. Quand Joseph est né, Lorenz, donc le voisin avec qui Victoria a eu une relation, a affirmé ne pas être le père et que le père était Andreas. Andreas a été arrêté par la police, mais Lorenz a retiré ses accusations. Andreas a donc été libéré. Lorenz changerait souvent de version, et on n'a jamais pu avoir le fin mot de l'histoire. La famille est donc rejetée par la ville, sauf Victoria. En effet, la jeune femme avait une très belle voix et chantait souvent à la chorale de l'église. Elle était plutôt appréciée par la communauté. Mais en août 1921, un soir, la femme de chambre était pressée de quitter la maison. Elle semblait angoissée et se préparait à partir en remerciant encore monsieur et madame Gruber. Elle rassembla nerveusement ses affaires en regardant la brume autour de la ferme. « Je devrais y aller maintenant. Il commence à faire sombre, dit-elle, la voix tremblante. Et elle quitta le domaine. Monsieur et madame Gruber la regardaient partir dans la brume. La domestique pensait que la ferme était hantée. Elle avait déclaré au couple qu'elle ne resterait pas une nuit de plus. Elle aurait entendu des bruits de pas au grenier, des sons étranges dans la maison et des voix inexplicables. Mais monsieur et madame Gruber n'en croyaient rien. Pour eux, la femme avait perdu la raison. En mars 1922, une énorme tempête de neige s'abat toute la nuit sur la région. Andreas, au petit matin, fait le tour de la ferme et il remarque des empreintes dans la neige fraîche. Ces empreintes se dirigeraient vers l'arrière de la maison. Andreas suivit les pas et il remarque que les pas s'arrêtent près des bâtiments. Il suit alors les pas dans l'autre sens et remarque qu'ils passent par des champs et dans la forêt qui entoure la ferme. Les pas se perdent ensuite dans les sous-bois et une angoisse monte en lui. Il imagine que quelqu'un est peut-être rentré dans la ferme.
Il rentre en vitesse chez lui, fouille la maison, la grange et la remise, mais ne remarque rien d'étrange. Il pense alors à l'histoire de la domestique et en frissonne, mais revient vite à la raison en se disant « c'est impossible ». Mais la nuit suivante, d'autres phénomènes se produisirent. Andreas et sa femme dormaient, et tout d'un coup, ils sont réveillés par des bruits de pas au grenier. Andreas décide d'aller voir, prend son fusil et inspecte le grenier. Mais il n'y a rien. Il continue à inspecter les autres pièces de la maison, sans succès. Et au réveil, il se décida à voir si à l'extérieur de la maison, il y a de nouvelles empreintes. Il fait le tour de la propriété, mais ne remarque aucune empreinte. Mais sous le porche, il aperçoit un journal. Il n'y était pas la veille, et il ne comprend pas comment il a pu atterrir ici, surtout qu'il n'y avait pas de traces de pas dans la neige. D'ailleurs, ce journal ne lui disait rien. Andreas parla de ces phénomènes étranges à l'un de ses voisins, dans l'espoir de ne pas être le seul à subir ce genre de choses étranges. Mais le voisin dit n'avoir jamais rien eu de semblable, et n'avoir jamais entendu ce genre d'histoire dans le coin. Andreas retourne à la ferme et voulut prendre ses clés qu'il avait posées sur son bureau. Mais le trousseau de clés avait disparu. Il le chercha partout, il demanda même à ses proches s'ils avaient vu son trousseau de clés, mais sans succès. Il arrête donc de chercher et se dirige vers la remise à outils pour travailler. Mais en essayant de l'ouvrir, il remarque que quelqu'un avait tenté de crocheter la serrure. Évidemment, avec tous ces événements, Andreas dormait très mal. Il n'arrêtait pas de se remémorer les événements dans sa tête, et son inquiétude augmenta. Le 31 mars 1922, une nouvelle femme de chambre arriva à la ferme. Il s'agit de Maria Baumgarter, mais ce fut sa seule, unique et dernière journée de travail. Le mardi 4 avril, à Kaifek, la ville donc qui est près de la ferme, on s'inquiète. Personne n'avait vu les Gruber depuis quelques jours, et Victoria n'allait plus chanter à la messe. Casilia, la fille de Victoria, n'allait plus non plus en cours, sans aucun mot d'excuse. De plus, le facteur remarque que le courrier s'accumule depuis quelques jours dans la boîte aux lettres. 3 villageois décident alors d'enquêter, dont Lorenz, le voisin et l'ancien ami de Victoria. En arrivant sur place, une étrange ambiance se dégage. C'est vraiment très calme. Ils appellent de l'extérieur à plusieurs reprises, mais personne ne répond. Ils commencent donc à inspecter les lieux. Ils commencent par la grange. Le chien aboyait devant, comme pour signaler quelque chose. Ils ouvrent la porte, et là, l'horreur. Une énorme mare de sang, et à l'intérieur, voit Andreas, sa femme, sa fille et sa petite fille. Ils étaient empilés les uns sur les autres de manière méthodique. Le chien de la famille était attaché à une laisse au fond de la grange. Il se précipite alors dans la maison dans l'espoir de voir Joseph, le fils de Victoria, en vie. Mais il découvre son corps dans la chambre de sa mère, encore allongé dans son petit lit. Maria, la nouvelle servante, fut quant à elle retrouvée dans sa chambre, tuée également dans son lit. Les 3 villageois courent prévenir la police de la découverte des 6 corps. La police arrive vers 18h et sécurise la ferme pour éviter que des curieux perturbent le lieu de l'enquête. Ils appellent la police de Munich qui vient sur place quelques heures plus tard. Une autopsie est effectuée le 6 avril 1922 par le docteur Johann Baptist Müller sur les corps des victimes retrouvées dans la grange. Ils ont été tués d'un coup à la tête avec la même arme blanche, probablement une pioche. Le corps de Victoria montrait également des traces de strangulation. Donc quelqu'un essayait de l'étrangler, mais ce n'était pas la cause du décès. Le tueur semble bien se servir de la pioche, les blessures étant précises et provoquaient la mort d'un seul coup. Toutes les victimes étaient mortes sur le coup, à l'exception de Casilia, la pauvre fillette, qui même blessée, a survécu de nombreuses heures. On remarqua aussi que de nombreuses touffes de cheveux avaient été arrachées de sa tête. Les victimes, à part Victoria et sa fille, avaient leurs habits de nuit.
On supposa donc que le drame s'est produit au moment du coucher. Après l'autopsie, les corps ont été décapités et leurs crânes envoyés à Munich pour des examens complémentaires. L'inspecteur Reingbrugger de la police de Munich pense que le meurtrier a attiré un après l'autre les différents membres de la famille et après les avoir assassinés, est entré dans la chambre de Joseph et de la femme de chambre pour les tuer. Le meurtrier a ensuite recouvert les corps des victimes dans la grange avec du foin, pour le petit garçon Joseph avec une des jupes de sa mère et pour la servante avec un drap. Pendant l'enquête, on a pu remarquer que dans le grenier, des tuiles ont été décalées pour pouvoir observer à l'extérieur, dans le jardin. Dans la grange, on voit également que dans 2 bottes de foin, on a creusé des petits puits qui auraient pu permettre à 1 ou 2 personnes de se dissimuler. On décida ensuite d'auditionner des voisins dans la cuisine de la maison. Et ces auditions posent encore plus de questions qu'ils ne donnent de réponses. En effet, la tuerie d'après les autopsies s'est déroulée le 31 mars, mais plusieurs voisins ont vu que de la fumée s'échappait de la maison après les tueries, durant tout le week-end. Ce qui pourrait indiquer que le tueur était toujours présent quelques jours dans la maison après le massacre. Cela semble complètement invraisemblable et pourtant, on voit bien de la vaisselle sale qui est plutôt récente et un lit défait dans lequel quelqu'un aurait dormi peu de temps avant la découverte des corps. De plus, le bétail avait été nourri récemment et aucun animal n'a été blessé. Le chien de la famille retrouvé dans la grange était choqué, mais en bonne santé et probablement nourri également. Comment un homme qui a assassiné toute une famille peut continuer à vivre tranquillement sur le lieu de crime tout en nourrissant encore le bétail ? L'enquête était au point mort et la police proposa une grosse récompense pour toute information permettant d'avancer sur l'affaire. Les enquêteurs ont envisagé que ça pourrait être un crime pour voler l'argent des Gruber, mais des grosses sommes d'argent, des bijoux et pièces d'or étaient retrouvées dans la maison. Donc la théorie ne tient pas. Le meurtrier ne serait pas parti sans cette fortune. On a appris également que Victoria avait vidé son compte bancaire quelques semaines avant sa mort et a fait un don important à l'église. Le reste de cette somme est introuvable. Mais ça ne permettra pas non plus de faire avancer l'enquête. Mais s'il n'y a pas d'histoire d'argent, c'était peut-être personnel. En effet, les soupçons se portent sur Lawrence, qui aurait peut-être tué la famille par vengeance. Ou alors avait-il peur que Victoria lui réclame une pension alimentaire ? Elle en avait déjà d'ailleurs parlé. Lawrence étant marié maintenant, il aurait peut-être mal pris le fait qu'on lui réclame une pension. Mais d'autres détails intriguent les enquêteurs. Pourquoi Lawrence se serait-il si vite proposé pour partir à la recherche des Gruber le mardi 4 mars ? Mais plus étrange encore, quand Lawrence est rentré dans la grange et a découvert les corps, le chien semblait avoir de la haine contre lui aboyant dessus. Lawrence était également très froid et sans émotion à la découverte des corps, allant jusqu'à retourner les corps pour voir leur identité. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi il a bougé les cadavres sans attendre la police, Lawrence répond qu'il cherchait son garçon. Lawrence connaissait également très bien la ferme, comme il y avait passé beaucoup de temps, ayant été le petit ami de Victoria. Il connaissait donc parfaitement tous les recoins, mais faute de preuves, on le laissa tranquille. D'ailleurs, personne ne fut arrêté, mais des questions restent en suspens. Pourquoi le meurtrier avait-il passé plusieurs jours à la ferme après avoir assassiné ses victimes ? Pourquoi avait-il encore nourri les animaux ? Est-ce qu'il a vécu dans le grenier ? Certains iront jusqu'à croire qu'il ne s'agissait pas d'un être humain, mais d'un fantôme. Tout le monde avait entendu l'histoire de la femme de chambre qui, 6 mois avant, avait quitté la ferme, la pensant hantée. D'ailleurs, monsieur et madame Gruber ont eux aussi entendu des bruits étranges et des objets ont disparu. Et le soir où ils avaient entendu des bruits de pas au grenier, il n'y avait personne. Des gens s'enflamment donc pour la piste paranormale. Les 6 victimes furent enterrées au cimetière de Wedhofen, sans leur tête, qui n'ont jamais été rendues par le laboratoire de Munich. L'année suivante, à la demande des habitants de la région, la ferme fut rasée et un mémorial fut dressé à son emplacement. Mais après 1945, une rumeur court et accuse le mari décédé de Victoria, Carl Gabriel, d'être l'auteur de ces crimes.
Il avait pourtant été tué dans les tranchées en 1914, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et il aurait très bien pu revenir pour retrouver sa femme et sa fille. Et ayant entendu parler des histoires d'inceste, il aurait décidé de tuer toute sa famille. C'est une théorie qui a été émise après le témoignage de 2 personnes qui disaient avoir rencontré un soldat russe qui leur a avoué être le tueur d'Interkaifeck. L'homme aurait expliqué aux témoins avoir simulé sa mort pour se libérer de sa femme, puis avoir fait marche arrière. Mais en rentrant chez lui, les découvertes qu'il a faites, comme la potentielle histoire d'inceste, l'auraient mis dans une rage folle. Mais aurait-il vraiment tué sa propre fille, Casillia ? Cette théorie me paraît peu plausible, ou peut-être l'a-t-il tué pour ne laisser aucun témoin. Par la suite, les 2 hommes changent leur version de l'histoire, ce qui met le doute sur ces témoignages et l'implication de Karl, qui est sûrement mort à la guerre. Cette enquête dura des années et des années, avec de nombreux interrogatoires, plus d'une centaine, mais qui n'apporteront aucun résultat. On fit même appel à des médiums, mais sans succès. L'enquête est fermée en 1955, mais de nombreux amateurs continuent à enquêter sur cette affaire. Mais les recherches s'avèrent infructueuses. En 2007, des étudiants de l'académie de police de Fürstenfeldbruck étudièrent le cas avec des techniques d'investigation modernes et en concluent que vu les preuves en leur possession, il est quasiment impossible de résoudre cette affaire. Ils affirment toutefois qu'ils ont de forts soupçons sur l'identité du meurtrier, mais expliquent qu'ils ne le rendront pas public, par respect pour ses descendants. À ce jour, le massacre d'Interkaifeck reste donc un mystère irrésolu. J'adore ce genre de cas qui mêle paranormal et réel, à la frontière des deux. Si vous aussi vous aimez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, meurtrier, fantôme, quelle est votre théorie ? En tout cas, la famille emmènera le mystère dans leur tombe.